réponse est à la fois simple et en même temps compliquée. Je suis venue au droit du sport un peu par hasard, hein, pour, pour dire la vérité. Donc moi, je viens du monde du droit des affaires, avocate en droit des affaires, en fusion-acquisition. J'ai commencé mon apprentissage dans les cabinets anglo-saxons, donc à l'américaine, et ensuite je suis allée vers des cabinets français. Et finalement, j'ai décidé de créer ma propre structure pour pouvoir développer le droit du sport. Parce que j'avais une conviction autour du droit du sport, aussi parce que dans ma famille, il y a des sportifs, notamment mon cousin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de problématiques, qu'en termes d'accompagnement, il y avait des choses à faire. J'avais aussi la conviction que le continent africain avait des besoins en droit du sport et qu'il y avait un accompagnement à proposer sur ce terrain. Donc, c'est comme ça que j'arrive au droit du sport. Et ce qui est assez remarquable, je pense, c'est que je n'avais évidemment aucune formation en droit du sport. Je viens du monde des affaires pures, et finalement, je me suis formé sur le tas, en retroussant mes manches dans ce domaine. Donc, j'accompagne, pour pouvoir répondre à votre question, Sabine, donc j'accompagne l'ensemble des acteurs du monde du sport, donc aussi bien des sportifs, personnes physiques, que des personnes morales. Ça peut être des clubs, ça peut être des fédérations, notamment des fédérations de football africaines, ou encore au-dessus, j'ai travaillé également avec la Confédération africaine de football. Donc, j'interviens beaucoup sur le football, mais pas que, parce que je pars du principe qu'il est important d'avoir une vision globale du monde du sport. Donc, j'interviens aussi à la commission juridique et discipline de basket. J'interviens aussi comme arbitre au niveau de la Fédération internationale d'athlétisme, où là j'interviens pour l'ensemble des problématiques d'athlétisme au niveau mondial, aussi bien les problématiques de discipline que des problématiques de dopage. Quoi d'autre? Je fais aussi partie des avocats qui ont intégré le programme Pro Bono de la FIFA. On a une vingtaine d'avocats et on a pour mission d'accompagner les joueurs professionnels et les arbitres qui sont en difficulté. Et effectivement, à côté de tout ça, je suis également chargée d'enseignement dans des écoles de commerce, accès sport, ou dans des universités. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et si dernièrement, j'ai été élue vice-présidente de la Ligue de football de Paris-Île-de-France. Voilà, Sabine, pour la petite photo. Des sportifs professionnels. Des professionnels ou des semi-professionnels, mais vraiment, on va avoir principalement des professionnels, notamment parce qu'il y a une problématique de coût, hein, quand on va voir un avocat. Et après, effectivement, il y a aussi des amateurs, mais on peut se retrouver avec une problématique disciplinaire, notamment quelqu'un qui a besoin d'être accompagné pour une problématique disciplinaire. C'est plutôt ce genre de problématique qu'ont les amateurs. Ensuite, en termes de mixité, la très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-exclusivité, ce sont des hommes. On va peut-être aller, on est au-delà de 90%, et les moins de 10% restants, effectivement, ce sont des femmes. Donc, concrètement, C'est pas spécifique à moi, je pense qu'elles n'ont rien contre moi, mais effectivement, il y a une problématique de démarche. Alors peut-être que aussi, alors culturellement, la femme est habituée à porter un certain nombre de choses, elle doit avancer, donc elle va venir, on va dire, un petit peu plus tard, frapper à la porte du conseil, hein, et c'est dommage. Vaut mieux arriver dès le début de l'incendie pour appeler les pompiers, plutôt qu'attendre que la maison soit quasiment brûlée en totalité pour appeler les pompiers qui vont pouvoir sauver que ce qui n'a pas encore été brûlé. Donc la problématique, elle vient je pense qu'il y a ce mécanisme un petit peu de protection qui entre en jeu. Il y a aussi la deuxième chose, je pense que c'est une fausse croyance, c'est la croyance des sous. C'est de se dire, hein, ça va coûter très cher, ça va être exorbitant, parce qu'il appartient effectivement à l'avocat de moduler ses honoraires
en fonction des problématiques, en fonction des sujets et bien évidemment en fonction de la bourse, hein, du client. On ne va pas demander, en tout cas je ne vais pas demander la même chose à un joueur professionnel de football qui joue la Ligue des Champions qu'à quelqu'un qui est dans un sport mineur et qui a besoin d'accompagnement, bien entendu. Donc, je pense que ce sont effectivement des barrières qu'il faut savoir dépasser et il faut se dire, je vais frapper à la porte d'un conseil, quel qu'il soit, pour qu'il puisse me donner ne serait-ce que des conseils, parce que quand on vient en amont et qu'on a les conseils et qu'on connaît la réglementation, ça évite des problématiques, ça permet de mettre un certain nombre de choses en place et pourquoi pas de se rendre compte qu'à côté de la problématique initiale que l'on avait, on se rend compte qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a des choses à mettre en place, qu'il y a peut-être des contrats de sponsoring à trouver parce que l'athlète en question peut maximiser sa rémunération et qu'on n'en avait évidemment aucune connaissance, aucune conscience. Donc, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur voilà, d'aller frapper à la porte et d'avoir des réponses, ne serait-ce que ça. Pour la question de la maternité, je me permettrais juste de revenir un tout petit peu en arrière parce que c'est un sujet où on revient d'extrêmement loin, et vraiment d'extrêmement loin, parce que j'ai une petite anecdote partagée par une amie donc, sportive qui était basketteuse professionnelle, qui fait partie des basketteuses françaises les plus capées, et qui m'avait indiqué qu'à son époque, donc dans les années 80, dans son contrat, elle avait une interdiction de tomber enceinte. Moi, quand elle m'a dit ça, j'étais purement et simplement choquée, mais effectivement, ça montre qu'on vient de très loin. Elle, à son époque, c'était ce qui était demandé. D'ailleurs, ils n'avaient aucune difficulté à l'écrire. Donc, on est très loin des amendements de la FIFA pour accorder plus de droits. On part d'un système où il était interdit tout simplement. Il était interdit. On ne voulait pas que pendant la période du contrat, il y ait un risque d'indisponibilité des sportives. On considérait que c'était intolérable. Donc, on leur retirait purement et simplement ce droit à un système où, effectivement, on essaie de leur apporter le plus de droits possible. Donc, c'est vraiment important, même si on pourrait penser que ce n'est pas suffisant, qu'il n'y a pas assez, mais c'est vraiment important de se rendre compte d'où on vient. Donc, ce constat étant fait, on se rend compte qu'effectivement, depuis, les choses ont heureusement énormément évolué. Et avec l'amendement de la FIFA, en tout cas la proposition de la FIFA relativement récente, donc, qui permet d'augmenter le congé maternité qui est porté à 14 semaines des sportifs, de leur garantir leur réintégration ensuite dans le club et aussi permettre qu'elles puissent avoir un accompagnement médical adéquat. Là, c'est vraiment la Rolls-Royce d'une certaine manière, hein, de l'accompagnement pour les sportives. Dans l'idéal, ce serait ce qu'il faudrait pour tout le monde, parce que la FIFA, c'est uniquement concernant le football professionnel, et comme vous l'avez dit justement en introduction, c'est que ce n'est pas universel. Donc déjà, il y a la grosse division des sports professionnels par rapport aux sports individuels, c'est-à-dire qu'au sein des sports professionnels, il y a des réglementations qui sont différentes. À cela vient s'ajouter la réglementation locale, dans certains cas, qui ajoute son grain de sel. Et en plus, il y a la problématique des sportifs professionnels, où là, effectivement, ils sont beaucoup plus seuls dans leur approche de la maternité et au niveau de leur retour, notamment si on prend le cas des athlètes, ils peuvent se retrouver en difficulté parce qu'il y a une problématique de calendrier avec des compétitions qui sont prévues. À partir du moment où ils vont revenir, ça peut ne pas coïncider et mettre effectivement en péril un certain nombre de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important, surtout quand on peut avoir la possibilité d'avoir un sponsor, d'avoir un sponsor qui en plus va pouvoir nous accompagner pendant cette période, en tout cas qui va accompagner la sportive et permettre de faire d'autres choses de cette période et de vraiment montrer que la maternité est totalement compatible avec le fait d'être sportive, quoi qu'en disent certains.
un regard plutôt positif parce que effectivement, je me retrouve à l'intérieur des instances et à partir de ce moment-là, j'ai la possibilité, par mon action, ne serait-ce que par le fait d'être présente, de faire avancer les choses. Donc, c'est un regard qui est plutôt positif parce que si on regarde en arrière, il y avait rien et on se rend compte, ou très peu, et on se rend compte que c'est un mouvement qui est un petit peu en train de s'accélérer. Si on prend l'exemple d'une action qui a été mise en place par la Fédération française de football, c'est de créer le club des 100 dirigeantes de demain. Donc, c'est un club de 25 femmes, donc sur la période 2016, que je ne dise pas de bêtises, à 2020, avec des sessions de 25 femmes par année. J'ai fait partie de la première session et l'idée, c'était justement d'apporter des outils à ces femmes pour qu'elles puissent être plus visibles, de permettre également de réseauter et surtout de pouvoir répondre à la question des uns et des autres qui disaient dans notre board ou pour nous accompagner, on ne sait pas où trouver des femmes compétentes. Voilà, regardez, elles sont là. Vous pouvez les contacter directement. Et ce qui est très bien, c'est que suite aux différentes élections, au niveau des ligues et des districts, je me rends compte qu'il y a énormément de ces femmes qui ont justement, grâce à cette visibilité, ont été nommées, que ce soit déléguée générale, que ce soit faire partie des comités exécutifs ou autres, ou être nommée vice-présidente de la Ligue, comme c'est mon cas. Donc oui, un regard bienveillant parce que aussi on arrive dans ces instances grâce à l'action des hommes qui ont bien voulu nous accompagner, qui ont bien voulu nous faire confiance. Donc là, l'idée, c'est vraiment, c'est pas de se dire que les femmes vont arriver toutes seules dans leur côté. Non, non, c'est quelque chose qui se travaille en complémentarité. Et je pense qu'effectivement, on casse le plafond de verre, on y arrive. Et ce mouvement s'accélère, donc c'est que des bonnes choses pour la suite, en tout cas. Concernant cette question de la féminisation des instances, et qui va avec le côté, la bienveillance des hommes pour pouvoir nous faire intégrer ces différentes instances, c'est le fait que depuis 2016, je suis présidente de la commission régionale d'appel en matière disciplinaire. Donc c'est le président de la Ligue qui m'a fait confiance et donc m'a proposé de présider cette commission, qui est la commission la plus importante au niveau de la Ligue. Et effectivement, ce n'était pas du tout quelque chose auquel j'aurais pu penser avant qu'on puisse venir me voir, mais d'un seul coup, c'est cette confiance qui fait que ensuite on se dit on va y aller, on ne peut pas décevoir, et c'est une sorte de mécanisme vertueux qui fait que cet élément devient la première marche de plein d'autres, la première marche qui a permis d'aller peut-être d'intégrer le club des 100, d'intégrer la fédération, le tribunal disciplinaire de la Fédération internationale d'athlétisme, qui est devenu World Athletics, la première marche qui a permis d'intégrer le programme pro bono de la FIFA, etc., etc. Donc, au départ, on voit bien qu'il y a de la bienveillance, il y a de la reconnaissance de compétences, alors que dans certains cas, on n'y pense même pas, ou on pourrait se sentir absolument pas capable d'aller faire telle ou telle chose. Donc, cette anecdote, je la trouve vraiment intéressante dans le côté, puisqu'on parlait un petit peu avant avec Sabine du côté « il faut oser », et là, on est typiquement dedans « il faut oser », vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, pensez juste à vous faire accompagner pour pouvoir faire les choses dans le bon ordre et de la meilleure des façons, mais sinon, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, faites-vous confiance et osez. Ravi de vous avoir eu en interview, en échange dans le cadre de notre action de sensibiliser, de parler du sport au féminin. N'hésitez pas donc à contacter Maître Montlouis, qui a un cabinet sur Paris, mais qui peut intervenir sur l'ensemble de l'Europe et même de l'Afrique et même du monde, parce que de parler ensemble des mandats qu'elle a en pro bono pour la FIFA, je pense qu'elle intervient dans le monde entier, et elle est appuyée par d'autres collaborateurs. Donc aujourd'hui, longue vie à votre cabinet, et merci
d'être allé dans cette démarche d'accompagner de manière générale les sportifs et sportives dans leurs droits. Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère avoir pu vous éclairer le plus possible. Et si d'aventure il y avait d'autres questions, il faut évidemment pas hésiter à me contacter.